Bonjour et bienvenue dans Les Inspirantes, le podcast de Valenciennes Métropole en faveur de l'égalité. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la santé des femmes en plein Octobre Rose. Valenciennes Métropole mène une politique de santé volontariste. Parmi les 6 orientations du contrat de ville de l'agglomération, on retrouve 2 axes majeurs. Le premier vise à promouvoir la santé et à faciliter l'accès aux soins. Le second a pour objectif de lutter contre les nouvelles formes d'exclusion. Ces orientations correspondent aux objectifs du projet territorial de cohésion sociale, aussi appelé PTCS. Quelques exemples parmi les 3 orientations du PTCS que l'on peut évoquer. L'accompagnement à la pratique d'une activité physique régulière pour un public adulte souffrant d'affections telles que la rémission de cancer depuis plus de 6 mois ou les personnes en situation d'obésité ou de diabète de type 2. Elles sont accompagnées par des professeurs APA, activité physique adaptée, qui sont formés. On peut également évoquer l'action VIF, Vivons Informe, portée par l'agglomération depuis 2007. C'est un programme à destination des enfants et de leurs familles. Il valorise la pratique sportive sous toutes ses formes et l'alimentation équilibrée. Bien d'autres actions sont menées sur nos 35 communes. Elles permettent à chacune et à chacun de bénéficier de soins adaptés en matière de santé en fonction de leur pathologie. Mais revenons-en à la santé des femmes et à la principale cause de mortalité par cancer chez les femmes, le cancer du sein. Chaque année, 59 000 nouveaux cas sont détectés en France. En 2019, lors d'une interview de 6 spécialistes santé valenciennois donnée au journal La Voix du Nord, le chiffre de 30% de surmortalité due au cancer du sein sur le territoire par rapport à la moyenne nationale avait été donné. Nous rencontrons aujourd'hui l'un de ces 6 spécialistes, le Dr Borghesi. Dr Borghesi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien gynécologue. Merci de nous recevoir à la maternité Monaco, puisque nous sommes ici à la maternité. Un lieu empli d'âme, d'immense joie, de peine, de crainte aussi, et de questionnement autour de la santé des femmes. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Mon métier, donc, je m'occupe essentiellement de patientes chez qui on a malheureusement diagnostiqué un cancer, soit gynécologique, soit du sein. Et donc mon métier, c'est de les traiter sur la partie chirurgicale. J'ai réalisé mes études de médecine à la faculté de Lille. Puis choisi ma spécialité, la gynécologie obstétrique, avec plusieurs stages dans la région de Nord-Pas-de-Calais, et avec une très nette affinité pour le centre hospitalier de Valenciennes, ce qui m'a permis d'avoir un poste de praticien hospitalier après avoir réalisé un passage au centre Oscar Lambret pour 1 an pour m'hyper spécialiser dans la chirurgie cancérologique et pelvienne et scénologique. On peut vous demander pourquoi ? Pourquoi cette spécialisation ? Pourquoi la spécialisation de la cancérologie, c'est ça ? Ouais. Grande question. Le rapport à l'humain est quand même assez particulier, avec un suivi sur plusieurs années. Ouais. L'aspect technique est plaisant. Et depuis que je suis rentré en école de médecine, j'ai toujours voulu faire de la chirurgie. La chirurgie de ces organes-là me plaisait. Ouais. D'accord. Il existe des grandes étapes dans le parcours de santé de la vie d'une femme. Et là, je m'adresse plus aux gynécologues qu'aux chirurgiens gynécologues. Vous pourriez nous les détailler ? Plusieurs étapes, oui. Déjà, il y a l'apparition des premières, la puberté, la puberté, l'apparition des premières règles, qui peut faire assez vite consulter soit chez un gynécologue médical ou une sage-femme pour envisager pourquoi pas la première contraception,
discuter de la sexualité également, Aussi, oui. et aborder les questions de dépistage, de problèmes fonctionnels, tels que, pourquoi pas, de l'endométriose, hein. Et puis à pouvoir avoir une information détaillée sur, par exemple, les infections sexuellement transmissibles, et également la pathologie cancérologique, notamment très jeune avec le cancer du col enfin, la prévention du cancer du col de l'utérus, avec la question de la vaccination, puis après le dépistage avec le frottis. Jusqu'à la ménopause aussi. Jusqu'à la ménopause, bien sûr, oui. Là, on est chez les jeunes, c'est vrai qu'on s'est arrêté chez les jeunes. Et après, c'est sûr, vient après l'étape de la cinquantaine, avec la possibilité de réaliser les mammographies de dépistage, les problèmes liés à la ménopause, avec entre-temps, si le projet est là, d'une éventuelle grossesse. Aussi, Et donc, si on reparle de la ménopause, oui, effectivement, la possibilité d'instaurer, si besoin, si nécessité, un traitement hormonal substitutif, et puis toujours aussi parler de sexualité. Bien sûr. Dans la salle d'attente, j'ai pu voir des femmes, évidemment, et des hommes aussi. Des hommes qui accompagnent vos patientes. Et on peut se demander si la santé des femmes, justement, n'est qu'une histoire de femmes. Évidemment, vous allez me dire que non, puisque vous recevez aussi ces messieurs autour des dames. Je parle aussi de la sexualité. Hein, oui, bien sûr. J'étends du coup à un spectre beaucoup plus large de la gynécologie. Non, alors... oui, la consultation, donc souvent, donc dans les consultations d'annonce, ça veut dire d'annonce soit d'un diagnostic, malheureusement, d'un cancer, ou en post-opératoire, où on annonce les résultats de l'intervention, et donc on décrit ensuite s'il y a des traitements ensuite à réaliser. Les patientes sont rarement seules et effectivement souvent accompagnées de leurs conjoints ou d'enfants, de leurs enfants, qui peuvent être des hommes, effectivement. Ça permet d'avoir un soutien psychologique, bien comprendre les informations qu'on donne, et effectivement avec le conjoint, on aborde assez régulièrement la question de la sexualité par rapport après une chirurgie gynécologique ou même scénologique, hein, où la question est abordée et par les deux parties. Ouais. Est-ce que, selon vous, justement, vous exercez depuis un certain nombre d'années, est-ce qu'il y a eu des évolutions, tant sur des avancées médicales, sur la contraception, par exemple, ou des changements de mentalité? Est-ce que maintenant, c'est plus une histoire de couple sur la contraception, mais aussi, comme vous venez de le dire, sur la sexualité? Est-ce que maintenant, les deux parties osent poser des questions et s'intéressent aussi? Alors, la problématique sur la contraception, clairement, moi je fais pas de consultation dédiée à la contraception. J'en parle, on adapte pour certaines pathologies, mais pas dans un objectif enfin, le premier objectif n'est pas d'améliorer le confort de la patiente, mais plutôt de traiter une problématique, et ensuite on s'adapte. Donc, par contre, la question de la sexualité, oui, elle est posée par les deux. Est-ce que on sent effectivement peut-être de moins en moins de gêne aussi, et de tabous, et de l'homme et de la femme, pour poser des questions quand il y a des modifications dans les suites d'une intervention ou d'un traitement qui a été proposé à la suite de la prise en charge d'un cancer. C'est indéniable. Selon une étude de l'association AXA Prévention, 77% des femmes repoussent le moment de consulter car leur santé ne leur semble pas être une priorité. Et ce serait une perte de temps dans un emploi du temps déjà bien chargé. En introduction, j'ai évoqué qu'en 2019, il y avait une surmortalité due au cancer du sein sur notre territoire. À quoi cela a été dû? Est-ce que cela a changé? Un de vos confrères disait que le centre hospitalier était doté d'une qualité d'équipement à la pointe, des IRM, des scanners. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'a pas envie, les patients n'ont pas envie de franchir le cap?
Bon, entre 2019 et là, 2021, clairement, on n'aura pas de chiffres différents, hein. On est trop tôt. La réponse, elle n'est pas simple. En fait, ça va être multifactoriel. Ça, c'est indéniable. Il y a d'une part la peur du résultat qui entre en jeu. C'est pas facile de faire un dépistage pour retrouver une éventuelle pathologie alors qu'on se plaint de rien. Pas facile. Il y a, effectivement, je le ferai plus tard. Et plus tard, il sera peut-être un peu trop tard. Manque d'informations peut-être. Ouais, c'est très compliqué. Ouais. Dans le même article, vous évoquiez le manque de sensibilisation, ou en tout cas la sensibilisation qui n'était pas celle, par exemple, de l'Australie, c'est ce que vous disiez, où on dédramatisait... Non, ça c'était pour la vaccination, la vaccination contre le papillomavirus, qui là dont l'objectif est de faire diminuer le cancer du col de l'utérus, où effectivement, on avait pris l'exemple de l'Australie qui était assez précurseur, comme l'Autriche, sur la vaccination initialement des jeunes filles, et maintenant c'est accessible aux jeunes filles et aux jeunes garçons, cette vaccination contre le papillomavirus, et en Australie, effectivement, c'était une vaccination qui se faisait dans les milieux scolaires, donc on avait une excellente couverture vaccinale, et on commençait à avoir des résultats assez encourageants de la vaccination, alors qu'en France, le taux de vaccination est très 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 faible. Ouais. Et ça, c'était dû, en tout cas, vous disiez que la façon dont ils ont communiqué était différente de la nôtre. Ça, je sais pas. Peut-être moins autour de la dramatisation, se servir des réseaux sociaux. Après, on voit que c'est un peu compliqué en ce moment sur la vaccination, les problèmes de vaccination. Mais c'est ça, hein. C'est aussi ça. Il y avait une polémique sur le vaccin contre le papillomavirus et je crois que c'était la sclérose en plaques, ou bon bref, et on avait dû il y a une étude qui a dû être montée, énorme étude, pour montrer qu'il n'y avait pas plus de sclérose en plaques avec ou sans vaccin, quoi. Donc il faut arriver à convaincre les gens du bénéfice, quoi. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser, tant sur la vaccination que sur le dépistage. Vous ne pouvez qu'inciter les gens, parce que je suppose que vous devez encore rencontrer des femmes qui ne font pas de dépistage, oui, bien sûr. Qui ne se font pas dépister. Non. Tout est ouvert, que ce soit en libéral. Tant le frottis, tant la mammo, ouais. Bah oui. Alors, on essaie de convaincre. Donc, quand on les voit en consultation que ça n'a pas été fait, par exemple le frottis, on le fait. On explique notamment... alors, effectivement, la mammographie, on dépiste un cancer, alors que le frottis, on dépiste des lésions qui peuvent entraîner un cancer du col de l'utérus et qu'on sait traiter. Et on est 10 ans avant un éventuel cancer. Donc, c'est un peu dommage, même. Ouais. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour inciter ces femmes à venir inciter, oui, c'est ce que je viens de dire, quoi. Surtout pour les 2 dépistages, mais surtout ces jeunes filles où effectivement, là, pour le coup, on pense pas à ces choses. Et c'est difficile, hein, parce que le dépistage commence à 25 ans. À 25 ans, c'est dire, il faut aller chez le gynéco ou la sage-femme une fois par an pour examiner, pour se faire suivre, pour éventuellement dépister des lésions qu'il faudrait peut-être potentiellement traiter. Mais le bénéfice, il est là, c'est sûr. Et vous avez dans votre patientèle des jeunes femmes qui auraient pu être... Ah oui. Et puis parfois c'est un peu trop tard, aussi. La maladie est là et un peu plus évoluée. Alors on peut jamais refaire l'histoire, mais potentiellement oui. Un suivi gynécologique est important, très bien. Merci beaucoup, Dr Borghesi, de nous avoir reçus. Un plaisir. Au revoir. Au revoir.